On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On est dans un monde et un milieu très agricole ici dans la région. Parlons de sécurité. Sécurité sur les fermes du Québec et ici. Il y a un type qui est spécialisé dans ce domaine de la santé et sécurité au travail qui a produit une vidéo pour contrer les blessures qui sont innombrables dans le monde agricole. Et parlant de sécurité au travail, celle des signaleurs routiers, encore une fois. Une signaleur a perdu la vie, pas loin de chez nous, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, la semaine dernière, sur la route 223. Et l'association, qui est présidée par le Joannais, Jean-François Dionne, lance un cri d'alarme. Ça fait plusieurs années qu'il tente de sensibiliser la population et les autorités sur le risque qu'encourent à chaque jour sur les routes du Québec les signaleurs routiers. Il y a eu, depuis 2012, 9 décès, évidemment, 183 blessés. Et là, tout récemment, dans notre région, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, il y a une signaleur routière qui, malheureusement, a perdu la vie le long de la 223. Avec nous pour en parler, Jean-François Dionne, il est le président de l'Association des travailleurs en signalisation routière au Québec. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait plusieurs années même qu'on se parle, même à l'extérieur des entrevues, pour dire, bien, encore une fois, il y a eu un blessé, encore une fois, il y a eu un décès. Et même, on s'était vu ici en entrevue, vous étiez arrivé même avec des nouveaux costumes plus voyants, mais on dirait qu'on est quelques années plus tard et ce métier-là semble toujours être autant à haut risque. Oui, on est les premiers sur le chantier, on est les premiers à être victimes de la rage des automobilistes, l'incompréhension des automobilistes sur notre métier qu'on fait. Et vu que la Société automobile du Québec ne fait plus de publicité qui explique notre fonction sur les chantiers, fait que le monde sont pas au courant du métier qu'on fait que ça l'amène une certaine rage. Là. La capacité aussi, le monde à accepter le nombre de travaux qu'il y a, ça les aide pas aussi. Oui, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, donc les gens parfois deviennent un peu impatients. Et les gens, très souvent, ne respectent pas les limites de vitesse qui sont abaissées dans les sections de chantier. Oui. Bien, généralement, ils sont baissés, mais comme à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, la vitesse était toujours à une zone de 80. C'était des travaux mobiles qui avançaient parce qu'ils faisaient des changements de poteaux pour Bell. Et malheureusement, ça a coûté la vie d'une signaleuse parce que notre automobiliste n'a pas respecté la signalisation. Pourtant, il y avait une belle pancarte de ligne d'arrêt, mais l'automobiliste a frappé la signaleuse une vingtaine de mètres plus loin que le panneau de ligne d'arrêt. Fait que c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Comment on peut prévenir ça? Parce que quand vous regardez le cas de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix la semaine passée, ou si vous regardez même les 8 autres décès que vous avez eus dans votre association depuis 2012, je présume qu'il y a dû avoir des rapports du coroner aussi, est-ce que ces décès-là étaient évitables? Plusieurs qui étaient évitables, plusieurs. C'est la manque de connaissances des automobilistes, des signaleurs qui se mettent en danger. On ne peut pas se cacher qu'il y a des signaleurs qui se mettent en danger à l'occasion, qui tournent le dos au trafic, qui sont tout à train de texter ou sont occupés à regarder la machinerie. Fait que c'est sûr que les automobilistes sont responsables, mais aussi le travailleur est retenu responsable de quelques accidents. Mais la condition routière aussi, on a eu au mois de septembre un travailleur qui n'a pas de carte de formation. Il s'est fait écraser par un camion à Saint-Clotilde de Napierville. On a eu un aussi à Bellechasse, dans le bout de Québec. Bien, lui, le problème, c'est qu'ils sont en train d'installer la signalisation. Il n'avait même pas commencé. Il était en train d'installer ses panneaux, tout ça. Bien, c'est dans la neige, c'est glissant en bas d'une pente. L'automobile a perdu le contrôle, il est allé frapper le signaleur est décédé sur le coup. Il y a plein de contextes aux accidents, mais il faut faire plus attention quand on est à l'approche d'un panneau orange. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cône qu'il n'y a pas de travaux. Dès qu'on voit un panneau orange, on devrait commencer à ralentir puis faire attention. Là. Oui, parce qu'on se met toujours dans la peau de l'automobiliste. Bon, quand on voit qu'il y a un chantier, là, en principe, on est sensibilisé au fait qu'il y a un chantier, donc potentiellement, il y a des signaleurs qui peuvent être là. Mais j'essaie de voir ou de comprendre comment on pourrait, dans notre société, au-delà de la sensibilisation ou de la publicité, je ne sais trop, mais pour conscientiser les automobilistes à être d'une extrême prudence sur les chantiers routiers. Comment on peut faire ça? Bien, c'est dur à dire que même le ministère des Transports ne sait pas comment réagir avec ces accidents-là, parce que sinon, il réagirait facilement à quelqu'un. Il prendrait des décisions, la CSSC prendrait des décisions s'il y aurait une recette miracle, mais il n'y en a pas de recette miracle. Là. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'enlever le plus souvent le signaleur
de la voie circulable et mettre la machinerie comme les remorques qu'on a. Ouais. On a des remorques présentement qui sont spécialement faites pour ça, pour enlever le signaleur de la voie qui circule. Fait que le signaleur se trouve plus loin, fait qu'il est dans une zone de protection. Mais ça, c'est encore des coûts à avoir un signaleur plus cette remorque-là. Fait que les coûts de location vont monter. Les compagnies qui louent nos services, ils ne veulent pas payer pour plus cher. Ils veulent toujours payer le moins cher possible. Ouais. Mais c'est assez... À moins qu'on l'oblige. C'est ça. Il faudrait que le ministère des Transports, pour ça, mes demandes dernièrement, ça a été, depuis jeudi, obliger le ministère des Transports à mettre une norme, que ce soit une norme ministérielle. À partir d'aujourd'hui, on oblige cette remorque-là et le signaleur ne se trouvera plus dans les voies circulables. Fait que ça va être des accidents matériels. Bon, et la remorque dont vous faites mention, c'est quoi? C'est une remorque avec une flèche ou c'est Bien, quoi? c'est une remorque avec une barrière, comme dans les stationnements qu'on peut trouver dans les cliniques, tout ça. Elle est mise semi dans l'accotement puis dans la voie. Il faut qu'elle fasse la largeur de la voie. Et le signaleur se trouve 20 mètres en arrière à peu près, 10 à 20 mètres en arrière. Et ça se contrôle avec une manette à distance. Fait que la barrière, elle va lever quand le signaleur va vous faire un signe de passer. Et quand ça va être l'auto de l'autre côté à faire circuler son véhicule, bien, il va faire baisser la barrière et l'autre va lever la barrière. C'est deux lumières, une rouge puis une jaune. Ça va enlever le signaleur au danger. Et dans un cas, exemple, comme Saint-Paul-Île-aux-Noix, où c'était des travaux mobiles, est-ce qu'on serait quand même capable d'utiliser un système comme celui-ci? Oui, c'est tous les travaux avec l'alternance, là, c'est fait pour ça. Là. C'est que le temps de déplanter le poteau, puis le replanter, puis remettre les fils dessus, ils sont là comme quand même une heure et demie de temps. Là. Fait que, c'est... Au lieu de partir de 4 panneaux, parce que généralement, on a 4 panneaux, mais on va tomber à 8 panneaux, mais installer 4 panneaux de plus, là, à chaque côté, là, sécuriser les travailleurs puis l'automobiliste. Donc là, vous, dans le fond, vos revendications, c'est de dire à Transport Québec, donc d'exiger d'avoir la remorque pour sécuriser, dans le fond, vos signaleurs. Oui. Aviez-vous d'autres demandes particulières? Bien, que la formation qu'on a présentement, c'est une formation en ligne. Puis, généralement, là, à 98 du monde réussissent les examens. S'il n'y a pas de taux d'échec élevé... C'est pas sévère, là, c'est pas assez sévère. Puis moi, l'association, on a demandé au ministère des Transports au mois de novembre dernier que le signaleur puisse passer cette formation-là de base. Parce que après ça, qu'il soit accompagné comme un gars de la construction avec un compagnon, tant d'heures ou tant de mois. Puis après qu'il ait réussi ces étapes-là, bien, qu'il passe un examen. Puis s'il passe son examen, bien, il va pouvoir travailler tout seul. Sinon, il va falloir qu'il resuive encore avec son compagnon. Il faudrait toujours qu'un signaleur qui commence, qu'il soit toujours accompagné d'un signaleur d'expérience. Parce que présentement, les signaleurs nouveaux, là, à leur première journée, ils peuvent envoyer tout seuls sur un chantier, mais ils n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas où se placer. Il n'y a personne pour les superviser, fait qu'ils font qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi. Puis vous avez dit tantôt aussi que, bon, parfois les signaleurs eux-mêmes ont une part de responsabilité s'ils sont mal formés ou mal expérimentés ou des fois un peu insouciants, comme vous dites, tournent le dos au trafic ou commencent à texter sur le téléphone. Donc, est-ce que là aussi, vous souhaitez donc qu'on exige, dans le fond, une meilleure formation pour les futurs signaleurs? Bien, il faut que la formation soit revue. Le ministère des Transports et la CCC avaient revu la formation des signaleurs en 2013, vu qu'il y avait eu plusieurs accidents. Mais là, on arrive avec plusieurs accidents déclarés, blessés, et même des blessés graves et des mortels. Bien, pourquoi qu'on ne revise pas la formation? On l'a déjà fait dans le passé. Puis là, on voit présentement que la formation qu'on a n'est pas bonne, parce que ça n'a pas réglé le problème. Refaisons une autre formation ou utilisons une autre méthode de formation. Là. Pourquoi ce serait sur l'ordinateur? Pourquoi ce ne serait pas des professeurs qui feraient pratiquer du monde dans les cours de centre d'achat? Quelque chose de plus sérieux. Là, quelque chose de plus sérieux. Tu sais, un électricien, il n'apprend pas son métier sur l'ordinateur, puis une infirmière, elle n'apprend pas ça sur l'ordinateur, leur métier. Nous, on a le métier le plus dangereux. On est avec les véhicules, fait que c'est plus dangereux. Il y a combien de signaleurs routiers au Québec? Entre 1500 et 2000. OK. Donc, pas loin de 2000 personnes qui font ce métier-là chaque jour. Plus les installateurs qui installent les cônes, qui enlèvent les panneaux, tout ça. On n'est pas loin de 3000 travailleurs au Québec dans 92 entreprises au Québec. 92 entreprises, parce que vous travaillez tous pour des privés, dans le fond, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis tu as des compagnies, grosses compagnies comme Eurovia, DGL, Centra, qui ont leur propre signaleur, mais ça, c'est en plus que ceux qui travaillent pour les 92 compagnies privées de signalisation qui offrent leur service au service gouvernemental ou au privé. Bon.
Évidemment, souvent dans notre société, malheureusement, on bouge, les réglementations arrivent suite à des accidents. Là, je présume encore une fois que dans le cas de Saint-Paul, il va y avoir un rapport du coroner. Bon, on verra évidemment ce que ça va donner, mais est-ce que vous pensez, malheureusement, là, que là, avec le nombre d'accidents qu'on a eu depuis ces dernières années, pensez-vous que le ministère des Transports va être enclin à bouger enfin sur cette question-là? Bien, je sais que le ministre des Transports veut. Il a envoyé du monde vérifier des choses. Ouais. Il a dit qu'il allait mettre des résultats au printemps qui s'en vient, printemps 2020. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres décès? Pourquoi le ministre ne prend pas le contrôle puis il ne prend pas une position de dire, moi, c'est ça, je veux la remorque, puis on va essayer ça jusqu'au printemps. Pourquoi on n'essaierait pas? À l'Ontario, ils l'utilisent, aux États-Unis, ils l'utilisent. Et, tu sais, c'est pas grand-chose qu'on demande, c'est juste arrêter d'avoir des accidents mortels ou des blessés graves. Comme, tu sais, il y en a un en Gaspésie, là. Lui, il finit pour la vie, là. Il n'est pas mort, mais en moi, pour vous, là, puis sa famille, là, il aimerait plus le voir mort, parce que le monsieur, là, soixantaine d'années, là, il va être handicapé, ça reste dans sa vie, puis il a perdu sa mémoire, là, le gars, là. Tu sais, c'est plate, là, mais il aurait dû mourir parce que lui, il va vivre avec ça, les séquelles à long terme, là. Puis vous avez dit tantôt que la SAAC ne fait presque plus de prévention, de publicité à l'égard des signaleurs? Non, ils n'en font plus. Manque de budget. OK. Faire les pubs à la télé coûtait 508 000 $. Ils ont décidé d'arrêter ça, puis de le faire sur les réseaux Facebook, tout ça, YouTube, mais l'année passée, ils n'en ont pas fait. J'en ai pas vu. Ouais. Puis la Sûreté du Québec reçoit une subvention à chaque année pour être présent sur les chantiers. Le ministère des Transports lui donne un chèque en blanc, puis la Sûreté du Québec décide quand ils veulent se présenter, puis le nombre de policiers qu'ils envoient. Bien, on les a-tu vus cette année, la Sûreté du Québec, sur les chantiers? Je les ai pas vus, moi, malheureusement. Cet argent-là qu'on donne à la Sûreté du Québec, pourquoi on ne le donne pas pour la sécurité des travailleurs? Je comprends. Monsieur Dionne, merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter bonne chance dans vos revendications. Puis évidemment, la seule façon de dire au public, c'est évidemment quand vous êtes sur la route et que vous êtes sur un chantier de construction, bien, pensez à ces personnes là, qui font la signalisation routière et à leur sécurité. Je pense qu'ils font un métier, en plus, beau temps, mauvais temps, dans des conditions pas toujours faciles, jour, soir, nuit, fin de semaine, évidemment, et à haut risque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on poursuit sur la thématique de la sécurité au travail. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de natation. Oui, avec une championne du monde et une championne paralympique, Aurélie Rivard, qui est avec nous. C'est pas une grande fan de foot, mais les pattes sont perdues. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons maintenant de santé, sécurité au travail, notamment dans le monde de l'agriculture, un territoire évidemment où on a beaucoup d'entreprises dans le Haut-Richelieu et à MRC de Rouville. Saviez-vous qu'il y a à chaque année, selon la CNESST, 900 blessés sur les fermes du Québec? Avec nous pour en parler, parce qu'il a bâti une vidéo de formation qui s'adresse notamment aux agriculteurs. Michel Dubois, qui est le président de Prévention Formation SST. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous un peu le domaine dans lequel vous opérez. Parlez-nous de vous également, qu'on comprenne un peu le contexte et qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à cette problématique. Bien, ça fait 33 ans que je suis dans la santé et sécurité et puis au niveau conseiller SST et formateur. Et pendant plusieurs années, je suis naturellement tout ce qui est comme décès, accident de travail, ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'au niveau des agriculteurs, que plus ça allait, plus qu'il y avait de décès, plus qu'il y avait de blessés. En 2017, il y a eu 2 morts au Québec.
En 2018, il y a eu 6 morts. Ça, c'est ce qui est répertorié par la CSST, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des jeunes enfants qui sont morts sous des tracteurs ou ces choses-là, qui ne sont pas répertoriés. Alors, il y a beaucoup de risques au niveau de l'agriculture et souvent, c'est le père et le fils par la suite et ainsi de suite. Puis si le père a moins d'expérience en santé et sécurité ou est habitué de faire son travail puis il ne pense plus à la santé et sécurité, bien, les fils automatiquement suivent le même chemin. Au niveau de la CSST, ils ne portent pas beaucoup d'attention au niveau des agriculteurs parce qu'il y a 11 000 agriculteurs au Québec. Sur 8 millions de population, c'est pas énorme. Bien, c'est ça. Et en plus, c'est la que loi ça du Nord. demanderait beaucoup plus d'inspecteurs. Et puis, fait qu'ils vont plus dans les usines où il y a 300, 400, 500 employés. Tandis que sur les fermes, on va aller de 2, 3, 4, 5 employés maximum, dépendamment de la grosseur de la ferme. Alors, en suivant les statistiques, ça fait 5 ans, moi, que je pense de faire un document comme celui-là. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez difficile parce qu'on doit le faire au niveau du porc, on doit le faire au niveau des veaux, on doit le faire pour les fermes laitières. Alors, ça demande une grosse organisation pour pouvoir le faire. Alors, moi, j'ai fait la recherche, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai regardé comment est-ce qu'ils fonctionnaient, leur niveau de santé et sécurité. Et à partir de là, j'ai décidé de faire le document. Bon, on pourrait penser, et pour quelqu'un qui ne connaît pas cette industrie-là, de se dire, bien, écoutez, on est quand même en 2019, bientôt 2020. Il y a plus d'éducation, de pédagogie probablement qu'il y en avait il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. On se dit probablement, encore là, quelqu'un qui ne connaît pas ça, bon, bien, les équipements doivent être plus sécuritaires aujourd'hui. Il y a dû avoir des avancées technologiques. Bref, probablement que tout ce que je viens de dire n'est probablement pas vrai. Mais c'est ça, moi, qui m'épate de se dire, me semble que dans les années où on vit, les principes de sécurité, aujourd'hui, devraient être un peu plus acquis qu'auparavant. Au niveau de la ferme, c'est sûr que les équipements ont changé beaucoup. Il y a pas mal moins de risques au niveau des équipements, mais il reste des secteurs où est-ce qu'il y a des risques et qui seront toujours là. Exemple, le lisier, le fumier, le lisier. Il y a des risques toxiques au niveau du lisier. Quand ce n'est pas connu, une personne peut être à côté d'un lisier, ne pas le ressentir, ne pas le sentir, mais s'évanouir. Parce que des gaz qui sortent, quand le lisier est brassé, il y a des gaz qui sortent. Ouais. Ça, ce n'est pas connu vraiment par les agriculteurs. Ils entendent parler, mais quand ils ont un problème, bien là, ils savent que ça existe, mais souvent, ça va même aller jusqu'à la mort. Oui, puis d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, sur un terrain de camping, où il y avait des problèmes de fosses septiques. Et puis là, il y en a un, puis deux, puis trois, puis quatre qui ont dit « Oui, viens nous aider. » Et finalement, je pense que les 4 personnes sont... Il y en a eu 3 qui sont décédés. Ouais. Et il ne faut pas oublier que là-dedans, il y avait un pompier. Oui, en plus. Oui. Le dernier qui est décédé, c'est un pompier qui est allé pour les aider. Oui. Puis qui ne s'est pas protégé. C'est ça. Là, on n'est pas dans un milieu agricole, mais en quelque part, il y a des ressemblances, là. Bien, c'est la même chose. C'est la même affaire. Quand on parle de lisier, que ce soit du humain ou du lisier, c'est du lisier. On était dans une fosse. Quand c'est arrivé, c'était dans une fosse. Il y a aussi au niveau des silos. Les silos, beaucoup de personnes sont pressées. Les fermiers montent dans le silo, pas attachés, pas d'harnais, rien. Encore dernièrement, il y a 3 semaines et un mois, là, il y a un maire d'une municipalité dans le Nord là, qui a tombé en bas de son silo. Alors, le rapport de CSST n'est pas sorti, mais on présume qu'il n'avait pas son harnais parce qu'il n'aurait pas tombé. Alors, ça, c'est les 2 principaux. Le troisième, qu'on parle aussi dans le document, c'est au niveau des interventions dans les silos. La plupart des interventions qui se font dans les silos, ils descendent, pas dans les silos, dans le lisier, dans la pré-fosse, ils descendent directement dans la pré-fosse. Pas d'harnais, pas de système de retenue, pas de système de sortie, et souvent, même pas de personne pour surveiller si tout va bien. OK? Ouais. Alors ça, dans le document, on démontre tout ça aussi, l'équipement que ça prend pour pouvoir exécuter ces travaux-là. Le monde s'imagine qu'il va devoir investir 5-6 000 $ pour se protéger. C'est ridicule parce qu'un trépied, un harnais, tout ça, ça se fait en bas de 1 000 $. Là. Et pour leur sécurité à eux. Alors, ça, c'est un des risques majeurs importants. On a eu, je pense que l'année passée, dans les 6, il y en a 3 qui sont décédés dans des lisiers. Ouais. L'ensevelissement au niveau des silos également.
La personne rentre dans le silo, pas attaché, pas de surveillant, et il va pour débloquer au niveau du produit. Le produit s'effondre, la personne rentre dedans, c'est comme rentrer comme dans une sorte de mouvement. Alors, c'est certain que si la personne est seule, il y a des gros risques qu'elle décède. Je présume que dans la culture populaire, chez les agriculteurs, il doit y avoir une espèce d'inconscience naïve de dire « Ouais, mais mon père puis mon grand-père ont toujours fait ça de même, puis ils sont pas morts. » Ça doit... Un peu comme on peut dire « Ouais, mon père a toujours pelleté la toiture, puis il n'est jamais mort de ça. » Bon, c'est un exemple que je donne, mais est-ce que ça, il y a une espèce de culture populaire où on atténue les risques réels en se disant « Bien, ma famille a toujours fait ça, puis il n'y a jamais personne qui est mort de ça. » Après 35 ans de métier, là, je peux vous dire qu'on trouve ça partout. On trouve ça dans les usines, on trouve ça chez les cultivateurs, on trouve ça partout. Des personnes qui disent « il ne m'est jamais rien arrivé ». Ça fait 25 ans que je fais ça, il ne m'est jamais rien arrivé. Ça prend une fraction de seconde pour que ça arrive. On dirait que les personnes ne sont pas conscientes de ça. Avec un document comme celui qu'on prépare, ce qu'on va recommander, ce qu'on recommande aux cultivateurs, c'est de le regarder à tous les ans, se rafraîchir l'idée, surtout quand il arrive la saison. Comme là, cette année, ça a été très spécial comme saison. Ils ont parti en retard, parce que le dégel, l'eau qu'il y a eu dans les champs et tout ça. Parce que l'automne, ça a été compliqué. C'était super compliqué dans les dernières semaines. C'est ça. Puis là, ils sont encore dans les problèmes. Fait que c'est question de rapidité puis tout ça. Puis à un moment donné, bien, quand on est obligé de faire le travail rapidement, bien, on oublie les consignes de sécurité. Est-ce que la CNESST devrait être, je ne sais pas, plus sévère à l'égard du milieu agricole? Est-ce que les différentes UPA un peu partout au Québec devraient aussi, je ne sais pas, prendre les devants là-dessus? Peut-être qu'ils le font déjà aussi pour essayer de conscientiser leurs membres davantage? Ils donnent de la formation. Il y a plusieurs, que ce soit l'UPA ou la Coop fédérée ou ces choses-là, ils donnent de la formation. Le problème, c'est que s'ils font une formation et qu'ils invitent le monde à venir à la formation, le monde ne présente pas. C'est là qu'est le problème. Avec un document comme celui-là, ils peuvent le regarder chez eux. Ça dure 23 minutes. L'autre avantage dans ce document-là, c'est qu'il est en français, en anglais et en espagnol. Alors, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent au Québec. Tout à fait. Puis qui ne parlent pas français et anglais. Alors, on va le former comment? Bien là, ce document-là est en espagnol. Ça veut dire que la formation peut se faire à la personne directement avec une vidéo de 23 minutes. Qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? Dans la vidéo, des mises en scène? C'est des mises en scène, c'est des façons de faire des pratiques sécuritaires de le faire. Comme exemple, on parle du lisier. Bien, on démontre c'est quoi le lisier, les bulles qui peuvent se faire, où est-ce que le gaz peut sortir, ces choses-là. C'est tout montré dans la vidéo. Il y a un texte, naturellement, qui accompagne la vidéo. On parle de quand on rentre dans une préfosse, les sécurités qu'il faut faire pour rentrer dans une préfosse. Dans une fosse, quand on va récupérer le lisier pour pouvoir faire l'épandage, on donne toutes les consignes de sécurité à ce niveau-là. Le cadenassage, c'est quoi qu'il faut cadenasser, pourquoi il faut le cadenasser, s'il y a une personne ou deux personnes, cadenassage simple ou multiple, ou ainsi de suite. Et ça, le cadenassage, en gros, ce que ça veut dire, c'est de verrouiller les équipements pour pas qu'ils démarrent tout seuls pendant qu'on est dans une situation à risque. Là. Bloquer, exemple, toutes les entrées dans le lisier quand la personne est à l'intérieur du lisier. Bon, il y a des mécaniques, puis il y en a aussi qui sont électriques. Alors, il faut cadenasser les boîtes électriques pour éviter que l'équipement démarre, puis qu'il y ait des dommages à l'intérieur. Au niveau, c'est la même chose au niveau du cadenassage, c'est la même chose avec les silos. Il faut cadenasser toutes des pièces qui peuvent se mettre en mouvement dans le silo durant que la personne est à l'intérieur, puis qui peuvent l'entraîner. Vous avez dit en introduction, bon, évidemment, la CNESST déclare 900 blessés par année, et en 2018, on a eu là-dessus 6 décès. Mais vous avez dit aussi en introduction, il y a des accidents qui sont non répertoriés, impliquant les membres de la famille ou les enfants, et il arrive là aussi des accidents sur les fermes. Oui. De quelle nature? Ce qu'il y a eu l'année passée, ce qui a été le pire l'année passée, puis on a eu cette année aussi, c'était des enfants écrasés par de l'équipement. Oui. Des enfants de 3, 4 ans qui s'amusent, puis qu'à un moment donné, les tracteurs passent, puis ils se font écraser, soit par le tracteur ou... Puis ça, c'est... Il ne faut pas oublier, là, quand on parle de santé et sécurité, on parle de mort, on parle d'accident.
Mais tout ce qui se rapproche à ça, c'est tout ce que la famille doit vivre et que l'agriculteur doit vivre quand il y a un décès. Il y en a eu un dernièrement, là, un jeune qui s'en allait à Québec pour aller aux études. Et puis, il est retourné parce qu'il avait oublié son cellulaire. Il est allé chercher son cellulaire sur son beau-père. Son beau-père, il a demandé 5 minutes de lui donner un coup de main. Et puis, il est décédé. Ouais. Fait que le beau-père en question, pendant toutes ces années, les prochaines années, il va se souvenir de ça, puis ça va le miner. C'est la même chose au point de vue, au coût monétaire aussi. Tout à fait. Quand ça arrive un accident comme ça, là, ça coûte cher. Premièrement, les amendes de la CSST, mais aussi toute la réorganisation qu'il faut qu'il soit fait. Bon, s'il y a des agriculteurs qui nous regardent en ce moment et qui sont sensibilisés à la chose, comment peuvent-ils se procurer la vidéo en question? On l'a mis en ligne. Il est en vente en ligne, pfsst.com, boutique-store, et ils peuvent le commander directement. Et on a pris le système PayPal, qui est le système le plus sécuritaire au point de vue là, des achats, et c'est expédié directement à partir de chez nous. M. Dubois, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, l'opération Nez Rouge du Haut-Richelieu est toujours en fonction jusqu'au 31 décembre. Toujours le même numéro depuis une trentaine d'années, 357-71. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, entre-temps, si vous désirez me rejoindre, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.